Bonjour, bienvenue à ce quatrième épisode de la série Le rôle des différents domaines de la santé dans la lutte contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la médecine. C'est quoi au juste la COVID-19? La COVID-19, c'est un virus qui fait partie d'une plus grande famille qu'on appelle les coronavirus. Dans cette famille de virus-là, les scientifiques ont recensé pour l'instant seulement 7 agents pathogènes pour l'humain. La COVID-19, c'est une zoonose. C'est un super beau mot de 7 lettres pour les adeptes de Scrabble, mais bref, ça veut simplement indiquer que la transmission initiale de ce virus-là, elle provient d'un animal. Et dans ce cas-ci, pour la COVID-19, elle serait associée à la chauve-souris. Certains croient également qu'elle pourrait originer du pangolin. Bref, c'est un dossier à suivre. Que cause exactement la COVID-19 chez l'humain? La plupart des gens ne ressentiront aucun symptôme. Cependant, chez la majorité, on va ressentir des symptômes comme la fièvre, la toux, des douleurs musculaires et la fatigue. Mais chez certains qui ont généralement un état de santé affaibli, pourront ressentir des symptômes beaucoup plus importants comme la détresse respiratoire. Alors, pour vous expliquer un peu la détresse respiratoire, je vais vous exposer d'abord la mécanique d'un virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, il ne peut pas survivre hors de nos cellules. Il a besoin d'elles pour se reproduire. Donc, il va être inhalé et il va descendre dans nos voies respiratoires pour aller s'installer dans nos poumons. Ensuite, il va s'introduire dans nos cellules incognito, un peu comme le loup le fait avec le chaperon rouge dans le fameux conte. Mais la cellule n'est pas dupe et va détecter que le virus est entré à l'intérieur d'elle et va donc déclencher la contre-attaque immunitaire. Elle va s'y prendre en d'abord créant une inflammation. Elle a besoin de créer cette inflammation-là pour que les renforts puissent se rendre à elle pour libérer de l'espace. Mais également, cette réponse-là va générer la fièvre et la fatigue. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur le virus et ses techniques, la détresse respiratoire, ce que c'est une importante difficulté à respirer. Le mécanisme exact que le COVID-19 utilise pour générer ce symptôme-là, on ne le connaît pas pour l'instant. Mais en général, un virus peut utiliser diverses techniques qui vont le causer. Donc, premièrement, ce qu'il peut faire, c'est surstimuler notre système immunitaire et en réponse à cette attaque importante-là, le système immunitaire va s'inflammer de façon importante. Également, ce qu'il peut faire, c'est bloquer les mécanismes qu'on utilise normalement pour expulser le liquide que nous avons à l'intérieur des poumons pour se débarrasser des déchets comme les poussières, par exemple. Alors, ces deux mécanismes-là, ce qu'ils vont faire, c'est créer une importante inflammation de nos poumons et également une accumulation de liquide. Et ces deux aspects-là peuvent diminuer notre capacité à transférer l'oxygène qu'on inspire à notre sang. Donc, en réponse à ça, pour la COVID, lorsque les patients présentent une détresse respiratoire, il est très important de leur administrer une respiration assistée. En temps de pandémie, ça fait quoi un médecin? Comme en temps normal, un médecin, ça doit évaluer son patient par des questions sur ses symptômes, les problèmes médicaux qui sont connus et par un examen physique. Il doit garder en tête que certaines personnes sont plus vulnérables. Par exemple, les patients âgés, ceux qui sont déjà malades, qui ont par exemple des problèmes cardiaques ou un diabète, et ceux qui ont déjà de la difficulté à combattre les infections, par exemple les patients sous chimiothérapie. Toute personne qui a un contexte socio-économique précaire ou pas vraiment de bonnes conditions d'hygiène, comme les itinérants, sont également très à risque. C'est important de bien questionner les gens qui ont voyagé parce que c'est des gens qui sont à risque de développer des symptômes et des complications plus importantes. En évaluant le patient, c'est important d'être ordonné et efficace parce qu'on ne veut pas avoir trop de contact avec la personne. On doit la tester si elle présente des symptômes de la COVID-19, puis pour faire ça, on va insérer un coton-tige dans sa gorge et dans son nez et on va aller chercher des sécrétions pour les envoyer au laboratoire. Lors de l'évaluation, c'est important de bien protéger le personnel médical. D'abord, on va isoler le patient si on le soupçonne d'avoir le coronavirus et on va donner à chaque membre du personnel un équipement de protection individuelle. Cet équipement-là comporte des gants, une blouse d'hôpital à manches longues et une protection faciale, généralement un masque et des lunettes protectrices,
mais ça peut aussi être une visière. Les fameux masques N95, on va les utiliser seulement lors d'interventions qui peuvent générer des micro-gouttelettes, par exemple lorsqu'on va intuber un patient. On peut imaginer à quel point c'est difficile pour le personnel de porter un si gros équipement pendant toute la journée. Une fois que le patient est évalué, le médecin doit prendre une décision. Si le patient va assez bien pour retourner chez lui, on va lui donner des conseils et on va seulement lui dire de s'isoler pour 14 jours. S'il est trop malade pour retourner à la maison, on peut décider de le garder pour un court moment à l'hôpital. À ce moment-là, on pourra par exemple lui donner de l'oxygène. Les patients les plus malades qui ont beaucoup de difficultés à respirer seront envoyés aux soins intensifs. Où peut-on retrouver des médecins pendant la pandémie? On peut en retrouver dans les hôpitaux, aux urgences, aux soins intensifs et aux unités qui sont dédiées aux patients qui ont le coronavirus. On peut aussi en retrouver dans des cliniques dédiées, qui sont des cliniques où tous les patients qui ont des symptômes de rhume ou de grippe peuvent être évalués. Il va y avoir des médecins dans les centres de dépistage et un peu partout ailleurs, sur les étages ou les cliniques qui traitent d'autres maladies, dans les centres de personnes âgées, les fameux CHSLD, et aussi dans les centres de recherche pour aider à trouver un médicament. Les patients qui sont très malades, par exemple ceux qui ont des maladies cardiaques, des problèmes psychiatriques, doivent avoir un suivi malgré la pandémie. Mais on veut éviter qu'ils fassent trop d'allers-retours à l'hôpital. C'est pour ça que plusieurs spécialistes vont offrir des vidéoconférences, ce qu'on appelle la télémédecine, pour faire le suivi des symptômes et ajuster les médicaments aux besoins. Seulement 14% des patients qui ont le coronavirus auront besoin d'être transférés à l'hôpital et environ 5% auront besoin d'aller aux soins intensifs. Dans les hôpitaux, le rôle du médecin ressemble un peu à celui d'un chef d'orchestre. C'est lui qui va s'assurer que tous les soins sont administrés, que les signes vitaux sont pris et que les tests sont faits. Il va ensuite pouvoir analyser tout ça et décider ce qu'il doit faire avec son patient. Si le patient respire mal, il faut absolument lui donner de l'oxygène. Selon son état, on peut soit utiliser la lunette nasale qui pousse l'oxygène dans le nez, le masque à oxygène qui couvre aussi la bouche, ou finalement l'intubation pour les patients qui n'arrivent pas du tout à respirer par eux-mêmes. À ce moment-là, on va introduire un tube dans la gorge du patient jusque dans sa trachée, où ça va pousser directement de l'oxygène dans les poumons. En pandémie, le plus important, c'est d'être solidaire, flexible, mais surtout polyvalent. Beaucoup de médecins de famille et des spécialistes aussi ont été redirigés vers les centres de crise, notamment les CHSLD. Beaucoup ont dû réapprendre ou apprendre des nouvelles techniques, par exemple comment intuber un patient, alors que ce n'est pas du tout dans leur champ de compétences. Parfois même, les médecins vont faire des tâches qui ne ressemblent pas à ce qu'ils font du tout pour simplement aider leurs collègues infirmières et préposés. Ils pourraient par exemple prendre des signes vitaux, nourrir des patients ou aider à les déplacer. En temps de pandémie, chaque geste compte. En temps de pandémie, aucun patient ne peut recevoir de visite. C'est donc le médecin qui doit appeler les familles pour annoncer les bonnes, mais aussi les moins bonnes nouvelles. C'est important d'impliquer la famille et aussi le patient dans la prise de décision pour son traitement. Rassurer, consoler, donner une oreille attentive, c'est aussi important que de soigner la maladie. Le plus important, c'est de travailler en équipe. Tous les médecins et les autres professionnels de la santé vous le diront, c'est seulement tous ensemble qu'on va pouvoir dire que ça va bien aller.